Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Programmé, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous accueillir au No Code Summit qui se déroule à Station F, donc à Paris évidemment. Donc je rappelle que Station F, c'est un énorme incubateur, notamment de start-up, et qui accueille donc un événement autour des communautés et de l'écosystème No Code. Merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, je te laisse te présenter en quelques minutes et après, on va parler un petit peu de no-code et comment toi, tu vois le marché aujourd'hui du no-code et pourquoi tu es à cet événement spécifiquement. D'accord, bonjour, je me présente, Simplice Anthony Manjeka, entrepreneur dans le digital depuis 10 ans, plus de 10 ans. Je suis venu sur le No Code Summit pour voir à peu près tous les acteurs. Et c'était très intéressant, étant donné que c'est la première fois où dans un même lieu on peut avoir différents acteurs. Comment je vois le No Code aujourd'hui je vois ça d'une manière un peu externe, c'est-à-dire que moi je suis entrepreneur, donc je faisais à l'époque appel à des agences, à des développeurs, et j'entends beaucoup que maintenant avec le no-code, tout le monde peut créer des sites internet, tout le monde peut créer des applications, donc je suis très intéressé. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu fais une différence entre le low-code et le no-code? Parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais sans doute, on a deux grandes tendances. C'est le low-code, donc on simplifie le code, mais il y a toujours un petit peu de code, et il y a spécifiquement le no-code, comme c'est le grand thème effectivement au Summit, où là on fait que par de la configuration et des paramétrages. Et tu penses que c'est vraiment pour toi un intérêt de zapper toute la partie code? Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites internet qui présentent des services et pas forcément une innovation. Pour moi, c'est intéressant de pouvoir zapper toute la partie code. À l'époque, on avait des sites comme Wix ou d'autres éditeurs qui le faisaient déjà très bien. Maintenant, ce que j'entends avec le no-code, c'est qu'il y a vraiment plus de code. C'est-à-dire que sur Wix, il y avait un petit peu de code quand même, il fallait avoir des petites compétences, pas énormes. Donc je pense qu'il y a une petite différence, mais chaque spécificité peut être intéressante. Donc aujourd'hui, effectivement, on est au grand événement No Code qui se déroule à Paris. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers qui se fait autour de ce thème-là, en France et notamment à Paris. Pour toi, quel est un petit peu l'intérêt de venir à ce genre d'événement? Alors, on a compris que c'était pour voir un petit peu l'écosystème et les acteurs. C'est aussi pour suivre des conférences que tu as repérées? Il y a des conférences, effectivement. Il y a des CEO de différentes structures qui viennent. Il y a des consultants. En plus de ça, on discute, on rencontre. Donc on a des nouvelles informations et c'est toujours intéressant. Il faut rester ouvert. Oui, donc en fait, c'est aussi un lieu où tu fais ton réseau et où tu rencontres d'autres personnes qui font du no-code ou qui découvrent aussi le no-code en fait. Exactement. D'accord. Exactement, ouais. Alors si on se place un petit peu en perspective, donc en post-événement, qu'est-ce que pour toi ça va t'apporter? C'est la connaissance de l'écosystème, c'est voir un petit peu les principales solutions du marché, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde une map en fait du no-code, il y a quand même plus d'une centaine de solutions. Est-ce que pour toi c'est difficile de s'y retrouver? C'est un petit peu difficile de s'y retrouver parce que c'est tout récent, c'est innovant. Comme toute innovation, on ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout. C'est un peu difficile de s'y retrouver, d'où l'intérêt d'un événement comme celui-ci où tout est centralisé et on peut prendre le temps, si on a envie de s'intéresser, de comprendre. Tout simplement. D'accord. Donc, tu as un projet, C'est ça. effectivement assez concret, mais à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est vraiment une opportunité que tu veux saisir ou c'est une évolution de ta carrière? C'est plus une évolution de ma carrière. C'est-à-dire que là, je suis sur la création d'un fonds. Et comme toute activité, aujourd'hui, une présence digitale, elle est indispensable. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir voir des technologies no-code qui me permettront peut-être de développer moi-même ce site web, pour pur plaisir, et par aussi un peu économie. Mais voilà, c'est dans ce sens-là.
En fait, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, c'est un petit peu le faire soi-même. C'est ça. Et de ne pas dépendre d'équipes techniques ou de SN ou d'intégrateurs ou ce qu'on veut en fait. Hein. C'est vraiment ça en fait. L'idée, c'est de se dire, soit on est autonome à 100%, avec une petite formation ou un petit backup du service de tel ou tel opérateur ou tel éditeur. Soit on fait comme à l'ancienne, où on délègue, où on intègre une partie technique dans son équipe, dans son projet. Ce qui, si je peux m'en passer, je le ferai avec grand plaisir. Je raconte les programmateurs, les codeurs et tout ça, chacun son métier, il en faut pour tout le monde, mais si je peux être indépendant, effectivement. Ouais. D'accord. Et ce sera aussi l'occasion pour toi de trouver une formation ou de voir comment te former? Oui, effectivement, je vois qu'il y a pas mal d'intervenants, il y a des formateurs, j'entends beaucoup de parler de Allegria Group, que je connais pas plus que ça, et je vois qu'ils font des formations. Donc, effectivement, ouais, c'est toujours intéressant de se former. Mais est-ce que tu penses qu'il faut vraiment se former et ne pas y aller comme ça, un petit peu, effectivement, le porte-pièce, comme on dit, et en fait, est-ce que la formation, c'est vraiment indispensable, ou est-ce que tu penses que tu peux oser y aller comme ça? Je pense qu'il faut les deux. Il faut oser y aller et il faut se former, c'est indispensable. J'ai vu une petite métaphore il n'y a pas longtemps sur le digital où on disait c'est comme cuisiner. Tout le monde peut cuisiner, mais faire un bon plat, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un peu la même chose. Donc il faut se former pour faire un beau site, pour faire un bon service. Donc la formation c'est indispensable et il faut oser se lancer. Ça j'aime bien ta formule, c'est bien. Ça c'est très très bien trouvé. Est-ce que ce soir ou demain ou dans les prochains jours, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire bon voilà j'ai vu X solutions, je vais télécharger ou je vais m'inscrire sur les solutions en ligne et je vais tester? C'est l'objectif, évidemment. Ouais. D'accord. Et tu as déjà repéré quelques noms comme ça qui te plaisent plus que d'autres ou qui t'intéressent plus que d'autres? Pas vraiment, mais j'ai pas pris le temps encore de le faire, mais il y a tous les acteurs, donc je pense que je vais vraiment trouver des solutions, ça c'est sûr, c'est sûr. Ok. Un grand merci à toi et bon salon. Merci à vous. Rebonjour, donc nous sommes toujours au NoCode Summit qui se tient toujours à Station F, donc à Paris. Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre. Pierre, bonjour à toi et merci d'être là avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Merci pour l'invitation déjà. Donc moi c'est Pierre Launay, je suis le président du syndicat français des professionnels du NoCode, qui est l'organisateur du NoCode Summit, et le CEO, cofondateur de Cube, qui est une agence et une école NoCode. D'accord. C'est amusant que ce soit une agence et aussi une école. Ouais, tout à fait. C'est pas très très fréquent ça. Non, c'est pas très fréquent. C'est pour ça que c'est plus une logique de groupe aujourd'hui, Cube. Historiquement, c'est une agence depuis 2019, donc 4 ans d'agence et on a lancé l'école il y a 1 an. Après, c'était la suite un peu naturelle et logique de la maîtrise des outils pour l'inculquer aux autres. Alors, tu parlais du syndicat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu son rôle et comment c'est né? Et un petit peu comment toi tu vois aujourd'hui sa dynamique? Alors le syndicat est tout jeune, il a 2 ans à peine, c'est la 2e édition du NoCode Summit, il y avait la première l'année dernière au Cloud Business Center à Paris. Le syndicat il a pour vocation de fédérer tous les acteurs du NoCode français et internationaux. C'est une association française mais qui est ouverte sur l'international. On a 5 collèges, un collège pour les agences, pour les organismes de formation, pour les freelances, pour les éditeurs et pour les étrangers qui sont sur un de ces 4 premiers métiers. Donc les fédérer au travers d'actions d'ampleur de communication comme le NoCode Summit aujourd'hui, ou d'autres actions en parallèle. Cette année, on a fait un tour de France où on est allé voir les acteurs locaux à Toulouse, Nantes, Lyon, Paris et Lille. Donc le but, c'est faire ces actions de communication pour fédérer et pousser la filière. Donc aujourd'hui, on est au NoCode Summit, donc qui se tient Station F. Alors, je présume que ce n'est pas anodin, ce n'est pas le hasard. Tu t'es pas dit, bah tiens, il y a un grand espace, on y va. C'est l'intérêt aussi d'avoir des startups aussi, et tout un écosystème ici.
Oui, il y avait plusieurs volontés. Il y avait la volonté de faire, d'ancrer le fait que le No Code Summit est le plus gros événement no code au monde. L'année dernière comme cette année, il n'y a pas d'équivalent. Donc choisir le lieu qui a le plus de startups au monde incubées, ça faisait du sens. Et c'était à Paris. Le No Code Summit aura pas velléité à être pendant 10 ans à Paris, mais clairement cette année, on avait envie de pouvoir avoir un lieu symboliquement fort. D'accord. Alors, le No Code Summit, comme tu l'as dit, c'est rassembler l'écosystème, c'est rassembler les acteurs, les écoles de formation, les agences, les ESN aussi, parce que je présume qu'il y a quelques ESN aussi. Comment toi aujourd'hui tu vois le marché, notamment le marché français? Est-ce que le No Code Summit illustre ce dynamisme que tu vois? Alors, c'est un marché qui est assez étonnant parce que les outils ne sont pas jeunes. Il y a des outils qui ont plus de 10 ans. Il y a des éditeurs français là, qui sont vraiment des pionniers du no-code. Même plus d'ailleurs. Voilà, même plus que ça. Il y a même une boîte, je crois, qui a presque 300 ans ici. Alors, ils faisaient pas de no-code à l'époque, c'était de l'impression, mais bon, c'est pour l'anecdote. Donc, on a des éditeurs qui commencent à avoir une certaine maturité. Mais par contre, on a un usage qui, lui, est très récent. En fait, on a une démocratisation post-Covid et surtout au moment du Covid qui a explosé. On l'a vraiment vu, le No Code Summit de l'année dernière a été un franc succès parce que justement, il y avait cette lame de fond de gens qui faisaient du no-code soit professionnellement, soit pour clairement automatiser leur process au quotidien, dans leur vie quotidienne. Et donc, on a un usage d'outils qui arrive à maturité aujourd'hui et pour les 2-3 prochaines années à venir. Plus de 500 millions d'applications à développer d'ici l'année prochaine parce qu'on y est sur les chiffres de Gartner. Une demande en fait qui explose et donc on a un rapport à la tech qui est obligé de changer. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer là. Les gens ne peuvent plus se passer de la tech même s'ils viennent des métiers. Il n'y a pas plus que les équipes IT. Et je pense que le No Code Summit le prouve avec la population qu'on a aujourd'hui qui est très hétéroclite et qui vient beaucoup des métiers. Oui. Est-ce que c'est aussi le fait qu'on n'ait pas besoin de sortir les gros outils, les gros IDE, les gros langages quand on fait une application de gestion, même un simple site front classique avec un petit peu de base de données derrière? Est-ce qu'on ne revient pas non plus aux fondamentaux qu'on avait il y a 20 ans, où effectivement on avait des outils simples, pas forcément pour les équipes techniques d'ailleurs, et qui permettaient de développer très très vite une demande en fait? Moi je le vois plus dans une hyper spécialisation des propositions de valeur. On a plus de 900 outils référencés aujourd'hui dans le monde, il y en a un qui naît et qui meurt tous les jours, donc on a un nombre de possibilités beaucoup plus important qu'il y a 10 ans, 20 ans, et il y a 30 ans, n'en parlons pas. Donc en fait, la difficulté, elle va être de choisir le bon outil pour le bon besoin. Ça va être ça l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver un outil pour un besoin hyper précis, et ce qui fait la force de cet écosystème de code, c'est l'interopérabilité. Le fait que ça soit basé sur les API et des API plus ou moins ouvertes pour pouvoir envoyer de la donnée, aller en chercher, etc. Et pour créer en fait une stack complète, un ensemble d'outils no-code qui soit cohérent. Et donc je pense que c'est plus vers une stack qui est composée de plusieurs outils très spécialisés qu'un seul outil qui fait tout. Même si on a des outils no-code comme Bubble, comme... ou Zapier même. Alors Zapier... Qui est un petit peu à la limite. Voilà, Zapier se spécialise sur la connexion, l'automatisation d'envoi de données, etc. Avec un Bubble, on pourra faire une application, un site web, on va créer des bases de données, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, mais c'est peut-être un peu moins adapté pour que faire des landing pages qu'on peut pouvoir faire sur d'autres outils. Donc, un outil, un besoin, et il y a de quoi faire. Et dans les usages, c'est vraiment tout. C'est du mobile, c'est du web, c'est de l'application de gestion, des applications métiers. C'est vraiment un panel extrêmement large en fait. Justement, en fait, les outils prennent toutes les verticales. On va avoir Adalo, typiquement, qui est presque que sur du mobile exclusivement. Bubble, un peu plus adapté à du desktop web, où ils ont moins mis l'accent sur le mobile. Il suffit de regarder pour trouver un outil sur la verticale potentiellement métier et usage du coup. Donc ça qui est intéressant. Ouais, d'accord. Alors dans ce mythe, quels sont les 2-3 grands thèmes que tu vois vraiment les plus importants ou les plus émergents? Alors déjà, le summit cette année, il est sur le thème de l'intelligence artificielle. Évidemment, ça a beaucoup parlé cette année sur le sujet. Pourquoi on a fait ça? Ça reste un summit no-code, mais il y a un lien quasi naturel entre l'IA générative et GPT-4, ChatGPT en particulier,
et les outils no-code. C'est pour ça qu'on a voulu mettre l'accent dessus. Il y a tous les éditeurs qui ont presque intégré nativement ChatGPT à leur éditeur. Donc, voir un peu comment est-ce qu'on pouvait conjuguer les deux, en quoi est-ce que ça décuple la puissance. Moi, je pense que l'IA, dans ce sujet-là, vient donner ses lettres de noblesse au no-code. C'est très, pour le coup, l'IA, un prompt ChatGPT, c'est très facile de s'impressionner, peu importe d'où on vient. Pour arriver au côté wow sur une application sur Bubble, il faut avoir fait un tout petit peu plus de chemin. Donc du coup, si l'un amène à l'autre, c'est ce qui permettra une démocratisation encore plus forte, sans parler de la productivité que ça crée. Donc le thème, l'intelligence artificielle, beaucoup d'annonces, et ensuite beaucoup de challenges. Un No Coders Games où il y avait des démos live de compétition, un hackathon, des community battles ce soir entre les différentes communautés. Donc on a voulu faire en sorte que la différence avec l'année dernière, un peu plus d'activité et de challenge cette année. D'accord. Alors, donc, le summit, c'est une journée. Est-ce que tu as deux journées. Ah, pardon, c'est 2 journées. Est-ce qu'on a déjà une roadmap sur le reste de l'année ou début 2024 ? Alors, évidemment, on refera un summit l'année prochaine. Je l'annoncerai demain soir sur la date et le lieu. L'idée, l'année prochaine, c'est de continuer à fédérer le plus d'acteurs autour du syndicat, parce qu'en fait, ce summit-là nous donne des moyens pour pouvoir décliner des actions après dans un deuxième temps. On a lancé 2 actions en particulier, un lancement de normalisation, une norme AFNOR qu'on va travailler du coup avec l'AFNOR à partir de fin novembre, donc ça a été annoncé officiellement pour essayer de donner un cadre réglementaire au no-code et au low-code, la reconnaissance de nouveaux métiers émergents, dont le métier de développeur no-code qu'on a déposé devant France Compétences. Et que tu différencies du citizen développeur ? Alors là, pour le coup, sur le dépôt du métier développeur no-code, on a essayé de faire en sorte qu'il soit le plus représentatif de tout ce qu'on va mettre dans les produits builder, maker, citizen developer. Bon, il y a un titre marketing pour tous les postes. Et c'est aussi l'enjeu de cette normalisation et de ce chantier. Essayer de cadrer. De quoi parle-t-on ? Un citizen developer, est-ce que c'est plus quelqu'un qui va faire du low-code ? Un product builder, est-ce qu'il va être plus côté produit ou côté tech ? Aujourd'hui, ça foisonne, il y a des nouveaux métiers qui émergent. Le but, c'est de mettre de l'ordre et d'essayer humblement de mettre de l'ordre, avec un syndicat neutre, justement, qui fait converger tous les avis privés. D'accord. Bah écoute, merci à toi, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on va retrouver en replay les sessions ? Oui, tout aussi intégralement. Cette année, c'est la nouveauté. Super. Tout est broadcasté. Parfait. Merci à toi Pierre. Merci François. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci, à bientôt. Rebonjour, nous sommes toujours au No-Code Summit qui se déroule toujours à Station F, parce qu'on n'a pas changé de lieu, ça se fait pas comme ça. On a le plaisir d'accueillir Clément. Clément, bonjour à toi. Bonjour François. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Avec plaisir. Donc j'ai le plaisir d'être le secrétaire général du SFPN, donc le syndicat français des professionnels du no-code qui regroupe aujourd'hui 46 entreprises adhérentes et qui organise également le No-Code Summit pour la 2e édition, dont la première édition à Station F. On a le plaisir de faire ça pour 2 ans à Station F, donc ce n'est que la première édition à Station F, et d'accueillir 3000, entre 2500 et 3000 participants à peu près. On n'a pas les chiffres d'aujourd'hui, dont 50% d'étrangers, dont 60 sponsors qui sont également à 50% étrangers, venus des 4 coins du monde, que ce soit d'Inde, des US, d'Europe, d'Angleterre. Donc voilà, c'est vraiment la célébration du mouvement du no-code, de la révolution du no-code, tout ce que ça peut comporter comme challenge pour les organisations, pour le travail de demain. Est-ce que, pour toi, ce summit, c'est l'expression du dynamisme aujourd'hui que l'on a, notamment en France, parce qu'on en parle quand même énormément, du no-code. Est-ce que pour toi, effectivement, ça permet de repositionner un petit peu tout ça et de montrer des choses qu'on ne montre pas forcément dans conférences ? Alors, complètement. On a essayé, en fait, l'an dernier, on était parti sur un format assez classique d'événements, conférences, stand et une soirée. Cette année, on a vraiment voulu aller sur une programmation beaucoup plus riche. Donc, on a créé 4 compétitions, un No Coders Games, un hackathon, un startup pitch et une community battle. En plus de ça, on a fait des community side events, un founders gathering. Donc il y avait vraiment de quoi proposer, de participer sous des formats très variés pour tout type d'intervenants, que ce soit des éditeurs, des grands comptes,
des agences, des organismes de formation, même des institutionnels. Il y a la région d'Occitanie qui a pris un stand cette année. Voilà, donc on se rend compte que le no-code est un sujet d'attractivité, d'emploi, de compétitivité, et pas seulement en France, parce que du coup, des acteurs étrangers viennent également. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour le syndicat de se montrer, d'être plus présent et de dire effectivement à l'ensemble de l'écosystème que vous existez, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas. Tout à fait. Il y a vraiment un challenge de communication. On reste un jeune syndicat, on a 2 ans, on a un seul salarié. Donc ça c'est toi, hein. Exactement. Voilà. Et j'ai la chance d'être quand même entouré, mais principalement pour l'instant des membres qui ont de la bande passante, de Clara aussi qui nous a accompagnés sur toute la partie communication cette année, et avec l'espoir bien sûr de consolider l'équipe l'année prochaine grâce à cet événement qui est la principale ressource financière du No-Code Summit et qui est du coup entièrement réinvesti au fonctionnement du SFPN. Alors, je présume qu'un événement comme ça se prépare pas en 3 jours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les coulisses? Voilà, est-ce que ça se monte sur un an? Est-ce que les dernières semaines, tu ne dors plus, tu fais des insomnies? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit peu d'émotion dans la vidéo, donc voilà, excusez-moi, c'est toute cette pression qui redescend. C'est une expérience incroyable. L'an dernier, j'avais eu 4 mois pour tout préparer. Ce qui est court. Ce qui est très court, il y avait juillet et août dans les 4 mois. Ouais, il y avait 1200 personnes qui sont venues. Donc en fait, on a senti un engouement vraiment incroyable. Des gens post-Covid qui se retrouvaient pour la première fois sur un événement physique. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose. Pourquoi la France? On ne sait pas trop. On pense que clairement la communauté C2C de No-Code France a permis un essor en France très fort. C'est la plus grosse communauté internationale de C2C, donc c'est là où le SFPN va plutôt être B2B, donc très complémentaire comme communauté. Et donc je pense que c'est clairement eux qui ont un peu mis le projecteur sur la France côté No-Code. Et donc on vient derrière, après, dans un deuxième temps, pour structurer, accompagner cette branche professionnelle, discuter avec tous les acteurs déjà existants du numérique, que ce soit des syndicats comme Numéum, la Cinov, et également France Digital pour les startups, mener des projets spécialisés sur le no-code ensemble, et proposer ça donc à nos entreprises, mais que ce soit le secteur privé ou public, et associatif ou lucratif. Et c'est quoi un petit peu les grandes étapes dans l'agenda ou dans le planning de préparation? Alors, du coup, cette année, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai eu à peu près 11 mois pour m'organiser. D'abord, il faut se trouver un lieu. Donc, où est-ce qu'on le fait? Les gens commencent à demander un No-Code Summit à l'étranger aussi. Donc, ça a commencé en France. Le No-Code Summit n'est pas voué à rester en France, ni même à Paris. Il y a d'autres villes qui peuvent être intéressées. Le Web Summit avait démarré à Dublin, maintenant il est à Lisbonne. Donc on n'est pas du tout fermé à rester en France ou à avoir un No-Code Summit tournant, une fois tous les 2 ans, pourquoi pas. Donc le lieu d'abord, première étape. Une fois qu'on a trouvé le lieu, du coup, avec quel prestataire on va fonctionner dans ce lieu. Donc travailler sur toute la programmation qui va définir le cahier des charges de chacun de ces prestataires. Et en parallèle de ça, bien sûr, aller parler aux sponsors, proposer une offre aux sponsors, donc construire toute cette offre sur la base de l'an dernier en l'occurrence, mais c'était vraiment une base vierge, donc il y avait vraiment énormément de travail là-dessus. Une fois qu'on avait fait ça, il fallait préparer un contrat qu'on peut proposer aux sponsors, confirmer les intentions des sponsors, aller en chercher des nouveaux. Et puis, en parallèle de ça, il y a tout un effort de communication à faire. Et donc, on a organisé notamment un tour de France du no-code qui permettait d'aller en région, décentraliser le mouvement, travailler donc sur le côté SFPN vraiment, et également un petit peu parler du No-Code Summit pour que les gens commencent à avoir la date en tête et soient là aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment les
les étapes structurantes avec bien sûr la billetterie qui est un sujet clé parce que ça représente une certaine partie de l'équilibre financier du coup de l'événement et une billetterie qu'on a voulu la plus inclusive possible. Donc on a des tarifs, plein tarifs effectivement, mais derrière on a des tarifs étudiants, des tarifs chômeurs, des tarifs à distance, des tarifs associatifs. Donc on a vraiment essayé de s'adapter à tous les types de situations pour ne pas en faire un événement fermé non plus. D'accord. Au niveau de l'agenda, il s'est construit comment? Est-ce que tu as fait un call for paper, comme on en a de très très souvent? Tout à fait. Ouais. Alors effectivement, la programmation, autre sujet, je suis désolé, je l'oublie pas, très très important. Donc la programmation, il y avait deux types de programmation. Une programmation qui est incluse dans les packages que les sponsors achètent. Classique. Exactement. Classique. C'est une conférence et c'est libre à eux de choisir le format de cette conférence. D'accord. Et on a gardé quelques conférences pour lesquelles donc, on avait fait un call for paper et qui ont pu du coup être entre guillemets gratuites, financées par le reste de l'événement. Donc il n'y en a pas beaucoup effectivement parce que c'est un jeune événement donc avec un équilibre financier encore fragile. Il y en aura plus l'année prochaine. Et on avait déjà eu pas mal de candidatures. On a eu 160 je pense speakers qui ont répondu au call for speaker. Et donc c'est des gens bien sûr qu'on pourra ressolliciter les années suivantes quand on aura aussi plus de conférences pour le call for speaker et qui sont là aujourd'hui, venus quand même à l'événement. On les a remerciés en leur offrant une place par exemple et sur leurs expertises on les a aussi référencés pour que la presse puisse les rencontrer lors de l'événement et pas qu'ils aient répondu à un call for speaker trop déceptif parce que justement il n'y avait pas forcément beaucoup de conférences en conscience. Et comment les sessions ont été choisies? Est-ce qu'il y a un comité ou c'est toi qui tire au sort? Non. Alors au bout d'un moment, il faut savoir déléguer un minimum, sinon c'est pas possible. Donc sur la programmation, on a 3 membres qui s'en sont occupés. Margot, Lucien et Benoît, essentiellement, donc des membres du No Code Summit. Lucien, et du SFPN, pardon. Lucien s'est occupé déjà de la programmation dans l'année. Donc ils sont coordonnés cette année pour définir les grands thèmes sous-jacents au thème principal, donc, qui était l'intelligence artificielle cette année. Et derrière, donc ils ont coordonné, renseigné les sponsors qui avaient des questions, quel format, est-ce que je fais une keynote, une démo, est-ce que je peux faire une table ronde, est-ce que je peux accéder en remote ou pas, est-ce que je peux faire intervenir un client sur un use case justement qui ne se déplace pas. Donc tout ça, ça a été un travail de fourmi, récupérer le contenu. Moi derrière, coordonner le cahier des charges avec notre prestataire audiovisuel pour s'assurer que les salles de conférence sont bien équipées. Et puis effectivement, il y a quelques couacs. Ce matin par exemple, la signalétique n'était pas assez claire pour aller dans les mezzanines de la Felicita. Il y a 2 salles de conférence là-bas. Il faut anticiper 5 minutes à pied. On a fait un plan. Le plan il est sur l'application. Il est également imprimé juste à côté. Les gens, forcément, ils sont pris dans l'événement, ils ne le voient pas forcément. Donc, le premier créneau de conf a été un peu loupé. Donc voilà, donc on apprend aussi clairement là-dessus plein de petits détails pour assurer une expérience vraiment au millimètre. Et on a hâte de vivre la suite de l'événement et puis d'être aussi déjà l'année prochaine entre guillemets dans un lieu où on maîtrisera aussi mieux l'environnement. Alors donc comme l'an prochain ce sera aussi ici parce que comme tu disais c'était sur 2 ans le contrat avec Station F. Tu as déjà une idée de l'ouverture de Call for Paper ou pas encore? Alors, je pense qu'on pourra le faire relativement tôt cette année par rapport à l'an dernier. Donc, on doit avoir une équipe plus consolidée, justement. Donc, je pense qu'on pourra lancer au début de l'année 2024. D'accord. Et prendre le temps de la fin de l'année pour débriefer, justement, de tous ces axes d'amélioration. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez tenter votre chance et déposer vos idées de session, préparez déjà votre sujet, votre thème, un petit brief comme d'habitude rapide et dès que ça ouvre, vous vous jetez dessus pour le soumettre. Merci à toi, bonne fin de Summit à toi. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et pardon, je rebondirai sur un dernier point qu'il ne faut jamais oublier, c'est tous les bénévoles qui se sont mobilisés, qui sont venus et sans lesquels en fait on aurait du mal à vous accueillir ce matin.
Donc merci à nos bénévoles. L'année prochaine, on s'organisera encore mieux pour avoir une équipe encore mieux organisée là-dessus. Mais déjà, un énorme merci à ceux qui ont réussi à gérer ce matin dans les conditions qu'on a réussi à leur permettre, mais qu'on continuera d'améliorer pour l'année prochaine. Super. Merci de les remercier, c'est vrai que c'est très très important. Merci à toi et bon summit. Et je rappelle que les sessions seront disponibles en replay, en post-événement, comme toujours. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.